Tu travailles. Tu travailles dur. Chaque matin tu te lèves, tu fais ce qu'on t'a dit de faire, tu donnes tout ce que tu as, et pourtant, à la fin du mois, c'est toujours pareil. L'argent part. Les dettes restent. Et toi tu te dis, peut-être que je ne travaille pas assez. Mais si je te disais que c'est exactement cette pensée, cette phrase que tu te répètes depuis des années, qui est la raison pour laquelle tu n'avances pas? Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que dans les 30 prochaines minutes, je vais te montrer quelque chose que la plupart des gens ne comprennent qu'après avoir perdu 10 ans de leur vie. Si tu es là, c'est probablement parce que tu ressens quelque chose de précis. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu regardes d'autres personnes autour de toi, des gens qui ne sont pas forcément plus intelligents que toi, pas plus courageux, pas plus méritants, et tu les vois avancer. Ils construisent quelque chose. Ils accumulent. Et toi, tu fais du surplace. Et le pire, c'est que tu ne sais pas pourquoi. Tu as peut-être essayé de lire des livres sur l'argent. Tu as regardé des vidéos de motivation. Tu t'es dit cette fois je vais changer des dizaines de fois. Et puis la vie reprend le dessus et rien ne change vraiment. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas non plus un problème de talent. C'est un problème de compréhension. Et aujourd'hui, on va corriger ça. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi tu stagnes malgré tes efforts. Tu vas découvrir les 3 pièges psychologiques invisibles qui maintiennent des millions de gens dans la pauvreté sans qu'ils le sachent. Tu vas voir ce qu'Aliko Dangote, l'homme qui est parti avec 3 000 $ et qui vaut aujourd'hui 23 milliards, a fait différemment dès l'âge de 20 ans. Et surtout, tu vas repartir avec 4 décisions concrètes à prendre, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Alors installe-toi. On va parler sérieusement. On t'a menti. Pas par malveillance. Mais on t'a quand même menti. Depuis que tu es petit, on t'a répété la même formule, travaille dur et tu réussiras. Tes parents te l'ont dit. Tes professeurs te l'ont dit. La société entière te le dit. Et cette formule, elle n'est pas fausse. Mais elle est incomplète. Et une vérité incomplète, ça peut faire autant de dégâts qu'un mensonge. Parce que ce qu'on ne t'a pas dit, c'est comment travailler. Dans quelle direction? Et pourquoi? Des chercheurs de l'université de Princeton ont étudié le comportement financier de milliers de personnes à travers le monde. Et ils ont découvert quelque chose de troublant, la pauvreté ne détruit pas seulement le portefeuille. Elle détruit la capacité à penser à long terme. Quand tu es dans le manque, quand tu te demandes si tu vas pouvoir payer le loyer, nourrir tes enfants, faire face à la prochaine dépense, ton cerveau entre dans ce qu'ils appellent le mode tunnel. Tout ce qui compte, c'est le court terme. La survie immédiate. Et dans ce mode tunnel, tu prends des décisions. Mais ce sont les mauvaises décisions. Pas parce que tu es stupide. Parce que ton cerveau a été programmé pour survivre aujourd'hui, pas pour construire demain. C'est pour ça que des gens intelligents, courageux, travailleurs restent pauvres. Pas par manque d'effort. Par manque de cadre mental. Maintenant voilà la vraie question. Si ce n'est pas le travail qui crée la richesse, alors c'est quoi? La réponse tient en un seul mot, les décisions. Les riches ne travaillent pas forcément plus que les pauvres. Dans beaucoup de cas, ils travaillent même moins physiquement. Ce qui les distingue, c'est la qualité de leurs décisions. Et cette qualité vient d'un état d'esprit. D'une façon de voir le monde. D'une psychologie de l'argent que personne ne t'enseigne à l'école. Retiens ça, parce que c'est le socle de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce n'est pas le travail qui crée la richesse. C'est la direction dans laquelle tu travailles, combinée aux décisions que tu prends. Un travailleur agricole en Afrique de l'Ouest travaille 12 heures par jour sous le soleil. Un trader à Paris travaille 8 heures dans un bureau climatisé. Lequel est le plus riche? Tu connais la réponse. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de système, de levier et de décision. Ça, c'est la première vérité. Maintenant entrons dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a posé la base, parlons des pièges. Ces pièges sont invisibles. Tu n'en parles pas. Tu ne les vois même pas. Mais ils travaillent contre toi chaque jour, silencieusement. Il y en a 3. Et je te garantis que tu vas te reconnaître dans au moins 2 d'entre eux. Le premier piège, c'est ce que j'appelle l'illusion du mérite immédiat. C'est la croyance profonde, ancrée en toi, que si tu travailles dur aujourd'hui, tu dois être récompensé aujourd'hui. Ou au plus tard cette semaine. Et quand la récompense ne vient pas, quand tu te sacrifies et que tu ne vois rien changer, tu te démotives. Tu abandonnes. Et tu recommences le même cycle 3 mois plus tard avec une nouvelle résolution. Ce piège est particulièrement dévastateur dans nos communautés africaines et caribéennes, où la pression de la famille immédiate, des obligations sociales, des cérémonies et des dépenses collectives est immense. On se retrouve à dépenser avant même d'avoir économisé, parce que la pression du groupe est plus forte que la voix de la discipline personnelle. Le problème, c'est que la richesse ne fonctionne pas comme un salaire. La richesse, c'est une plante. Tu arroses pendant des mois sans voir pousser quoi que ce soit. Et puis, un jour, sans prévenir, ça éclate. Warren Buffett, qui vaut aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars, a fait 99% de sa fortune après ses 50 ans. Pas parce qu'il a soudainement travaillé plus dur à 50 ans.
Parce que les décisions qu'il avait prises à 20, 30 et 40 ans ont commencé à produire des fruits exponentiels. La richesse récompense la patience disciplinée, pas l'effort immédiat. Et voilà quelque chose que je veux que tu comprennes vraiment, pas juste que tu notes et oublies dans 10 minutes. Tu ne peux pas changer ce piège par la volonté seule. La volonté, ça s'épuise. Ce qu'il te faut, c'est un système. On reviendra là-dessus. Continuons. Le deuxième piège est encore plus insidieux. Je l'appelle la psychologie du statut. Tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, avec de l'argent que tu n'as pas encore, pour impressionner des gens qui s'en foutent. Cette phrase n'est pas de moi. Elle est de l'auteur américain Dave Ramsey. Et elle décrit exactement ce que font des millions de personnes qui auraient pu être riches. Voici comment ce piège fonctionne dans la tête. Quand tu gagnes un peu plus d'argent, que se passe-t-il? Dans la majorité des cas, les dépenses augmentent en proportion. Une meilleure voiture. Un appartement plus grand. Des vêtements de marque. Un téléphone dernier modèle. Pourquoi? Pas parce que tu en as besoin. Mais parce que l'argent visible est une forme de langage social. C'est une façon de dire aux autres, je réussis. Regarde-moi. Et dans les communautés africaines, je parle avec respect et avec amour, parce que je fais partie de cette culture, ce phénomène est amplifié. Les cérémonies de mariage où il faut paraître. Les funérailles où il faut donner. Les retours au village où il faut montrer qu'on a réussi. Tout ça coûte de l'argent. Tout ça saigne le patrimoine. Il y a une étude publiée dans une grande revue américaine de finance qui a analysé les comportements financiers sur 20 ans. Résultat, dans plus de 70% des cas, les gens qui semblent riches, belles voitures, grandes maisons, habits de luxe ont une valeur nette négative ou proche de zéro. Ce qu'ils possèdent, ils ne le possèdent pas vraiment. C'est la banque qui le possède. Les vrais riches, eux, vivent souvent de façon plus simple qu'on ne l'imagine. Dangote dit lui-même, « Je construis une entreprise, pas un train de vie. » Arrête de payer pour paraître riche. Commence à payer pour le devenir. Le troisième piège est le plus douloureux à entendre. Parce que contrairement aux deux premiers, celui-ci, tu crois qu'il te protège. Je l'appelle la peur déguisée en prudence. Tu as une idée. Un projet. Une opportunité. Et tu te dis, je vais attendre d'être prêt. Ce n'est pas le bon moment. Laisse-moi encore me former, accumuler, me préparer. Et tu attends. 1 an. 2 ans. 5 ans. Et pendant que tu attends d'être prêt, quelqu'un d'autre avec moins de talent que toi, avec moins de ressources que toi, a commencé. Et il avance. La peur du risque est légitime. Je ne te demande pas de prendre des risques stupides. Mais il y a une différence entre la prudence intelligente et la paralysie habillée en prudence. Les chercheurs qui ont étudié la psychologie des personnes en situation de manque ont démontré quelque chose d'important. La pauvreté crée une hypersensibilité à la perte. Le cerveau d'une personne pauvre perçoit les risques comme 2 fois plus dangereux qu'ils ne le sont réellement. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse biologique à l'environnement. Mais si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu vas passer ta vie à éviter les risques que les riches prennent naturellement. Et la distance entre vous va se creuser, pas parce qu'ils sont plus courageux, mais parce que leur cerveau n'est pas dans le mode survie que le tien est forcé d'habiter. Le vrai risque, ce n'est pas d'agir. C'est de ne pas agir et de regarder ta vie passer. On vient de voir les 3 pièges. Et si tu as été honnête avec toi-même, tu t'es reconnu dans au moins l'un d'eux. Mais maintenant vient la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que les pièges, c'est bien de les nommer. Mais ce qui change vraiment une vie, ce sont les exemples concrets. Ce sont des gens réels qui ont décidé de sortir de ce cycle. Je vais te parler d'un homme qui est né au Nigeria en 1957. Un homme qui a commencé avec $3000 et 3 camions empruntés. Et qui vaut aujourd'hui 23 milliards de dollars. Ce n'est pas une légende. C'est de l'histoire récente. Et ces décisions, les vraies, les concrètes, te concernent directement. En 1977, un jeune homme de 20 ans sort de l'université avec un diplôme en gestion des affaires. Il rentre au Nigeria, dans la ville de Kano. Il n'a pas de capital. Pas de réseau d'investisseurs. Pas de connexion politique. Pas d'algorithme pour promouvoir ses produits. Ce qu'il a, c'est un oncle généreux et une clarté de pensée terrifiante. Son oncle lui prête 500 000 naira, soit environ $3000 de l'époque et 3 camions. Remboursable en 2 ans, sans intérêt. La plupart des gens dans sa situation auraient fait quoi? Ils auraient cherché la chose la plus safe possible. Le commerce facile. Le rapide retour sur investissement. Acheter et revendre, sans trop prendre de risques. Ce n'est pas ce que fait Dangote. La première décision de Dangote est simple mais fondamentale. Il regarde le marché, pas ses émotions. En 1977, le Nigeria est en plein boom pétrolier. Les villes se construisent à toute vitesse. Et le ciment, ce matériau banal, sans glamour, sans prestige, est une denrée rare et terriblement chère. Dangote ne vend pas ce qu'il aime. Il vend ce dont le marché a besoin. Il distribue du ciment, du sucre, du riz. Des produits de base.
des produits essentiels. Et il réinvestit. Chaque nerf à gagner repart dans l'entreprise. Pas dans les vêtements. Pas dans les voitures. Dans l'entreprise. En 1981, 4 ans seulement après son début, il crée officiellement le Dangote Group. Mais cette année-là, quelque chose d'inattendu se produit, quelque chose que la plupart des gens auraient vécu comme une catastrophe. La junte militaire prend le pouvoir au Nigeria. Le gouvernement arrête des dizaines de grands hommes d'affaires accusés de corruption. Des marchés entiers se libèrent du jour au lendemain. Et Dangote, lui, est là. Présent. Positionné. Propre. Ce n'était pas de la chance. C'était de la préparation qui a rencontré une opportunité. Il y a une phrase que les entrepreneurs africains qui ont réussi répètent comme un mantra, l'Afrique est le terrain d'investissement le plus sous-estimé au monde. Dangote le savait avant que les analystes de Wall Street l'écrivent dans leur rapport. En 1999, il fait quelque chose qui va tout changer. Il se rend au Brésil pour un voyage d'affaires. Et là, il reçoit un choc. Il a dit, dans ses propres mots, « Je pensais que le Brésil et le Nigeria étaient au même niveau. Mais quand j'y suis arrivé, j'ai vu une industrialisation massive. Incroyable. Je me suis demandé, comment est-ce possible? Comment le Brésil transforme ses propres matières premières et nous, on les exporte brutes pour les racheter 10 fois plus cher sous forme de produits finis. Ce voyage change tout. Dangote prend une décision stratégique parmi les plus importantes de sa vie, il passe de distributeur à producteur. Il arrête d'importer pour commencer à fabriquer sur le sol africain. C'est une rupture totale. Un pivot. Et c'est risqué. Construire des usines coûte des centaines de millions. Les délais de retour sur investissement sont longs. Il faut avoir confiance dans le long terme quand tout le monde autour de toi cherche le court terme. Voici ce que la trajectoire de Dangote t'enseigne concrètement. Première leçon, vends ce dont le marché a besoin, pas ce dont tu as envie de parler. L'argent suit le besoin réel, pas ta passion. Deuxième leçon, réinvestis avant de consommer. Dangote a vécu modestement pendant des années pendant que son empire grossissait. Il dit lui-même, « Je construis une entreprise, pas un train de vie ». Cette phrase devrait être dans la tête de tout jeune entrepreneur africain. Troisième leçon, sois présent et préparé quand l'opportunité arrive. Les grandes opportunités ne préviennent pas. Elles apparaissent brutalement et disparaissent vite. Celui qui est prêt les saisit. Celui qui attend d'être prêt les regarde passer. Quatrième leçon, pense en termes de transformation, pas de transaction. La vraie richesse ne vient pas de l'achat-revente. Elle vient de la création de valeur. Transformer une matière première. Résoudre un problème plus grand. Créer quelque chose qui dure. Et voici la question que je te pose directement. Dans ta vie, est-ce que tu es dans la logique de la transaction ou dans la logique de la transformation? Est-ce que tu cherches à gagner de l'argent aujourd'hui, ou est-ce que tu construis quelque chose qui va te rapporter demain? La différence entre ces deux questions, c'est la différence entre rester pauvre et devenir libre. On a parlé des pièges. On a vu l'exemple de Dangote. Maintenant, parlons de toi. Parlons de ce que tu peux décider aujourd'hui, pas demain matin, pas le 1er janvier prochain, aujourd'hui. Il y a 4 décisions. Ces décisions ne sont pas des conseils vagues. Ce sont des actes. La première décision, décider ce que l'argent signifie pour toi. La plupart des gens n'ont jamais pris le temps de définir leur relation à l'argent. Pour eux, l'argent est une source d'anxiété, une récompense ou un symbole de statut. Et tant que cette relation n'est pas clarifiée, toutes les stratégies financières du monde ne changeront rien. Voici l'exercice concret. Prends une feuille de papier, maintenant, aujourd'hui, dès que cette vidéo se termine. Écris en haut, l'argent pour moi, c'est. Et continue la phrase sans te censurer. Écris tout ce qui te vient. Même les choses honteuses. Surtout les choses honteuses. Si tu écris « l'argent c'est le mal », tu as identifié ton problème. Personne ne construit quelque chose qu'il considère comme mauvais. Si tu écris « l'argent c'est instable », ça vient et ça part, tu as trouvé pourquoi tu ne fais jamais d'épargne durable. Cette décision, c'est de choisir une nouvelle définition. L'argent est un outil. C'est de l'énergie stockée. C'est de la liberté accumulée. Et comme tout outil, il s'apprend, il se maîtrise, il se multiplie. La deuxième décision, séparer le consommer du construire. La règle est la suivante, chaque fois que de l'argent entre dans ta vie, salaire, vente, don, bonus, avant de le dépenser pour quoi que ce soit, tu en mets de côté une part fixe pour construire. Combien? La règle du 50/30/20 propose une répartition simple. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les envies, 20% pour construire, épargne et investissement. Si 20% te semble impossible et je comprends que dans certaines situations ça l'est, commence par 5%. 5% de ce que tu gagnes. Automatiquement. Avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Pas 5% de ce qu'il reste. 5% de ce qui entre. Il y a une différence fondamentale. Quand tu mets de côté ce qu'il reste après avoir dépensé, il ne reste jamais rien. Quand tu mets de côté d'abord,
Tu construis malgré toi. Est-ce que tu te paies toi-même en premier? Sois honnête. Personne ne te regarde. Ouvre un deuxième compte bancaire. Appelle-le construction. Dès que tu reçois de l'argent, vire automatiquement 5% sur ce compte. Et tu n'y touches jamais pour les dépenses courantes. La troisième décision, investir dans ton cerveau avant d'investir dans des actifs. Il y a une erreur que beaucoup de gens font quand ils commencent à s'intéresser à la richesse. Ils cherchent le bon investissement avant d'avoir les connaissances pour évaluer cet investissement. Ils entendent parler de la bourse, de l'immobilier, des crypto-monnaies, du business en ligne et ils sautent. Sans comprendre. Sans base. Et souvent, ils perdent de l'argent. Et ils se découragent. Warren Buffett passe 80% de sa journée à lire. 80%. L'homme le plus riche du monde investit en priorité dans son propre cerveau. Ce n'est pas un hasard. L'investissement qui rapporte le plus dans ta vie, c'est ta formation. Ta connaissance. Ta compréhension des mécanismes économiques. Pas les livres de motivation, les livres de connaissances concrètes. La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clason. Ces livres coûtent moins de 20 € et peuvent changer le cours d'une vie. Un homme éduqué financièrement dans un environnement défavorable trouvera toujours un chemin. Un homme non éduqué dans un environnement favorable gaspillera toutes ses opportunités. Ce n'est pas de la théorie. C'est ce qu'on observe dans des études sur des personnes ayant gagné à la loterie. Dans plus de 70% des cas, des gagnants de loterie qui n'avaient pas d'éducation financière étaient de retour à leur niveau de vie initial ou pire en moins de 5 ans. L'argent sans la connaissance disparaît. La connaissance sans l'argent peut créer l'argent. Choisis un seul livre sur les finances personnelles cette semaine. Un seul. Commence-le. Finis-le. Avant d'en commencer un deuxième. La quatrième décision, choisir ton environnement humain consciemment. C'est la décision dont on parle le moins. Et pourtant c'est peut-être la plus puissante de toutes. Les recherches en psychologie sociale sont claires, tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Leurs revenus. Leurs ambitions. Leurs habitudes. Leurs conversations. Si les 5 personnes autour de toi parlent principalement de problèmes, de difficultés, de qui a dit quoi, tu vas adopter ce cadre mental. Ce n'est pas une question de mauvaise influence consciente. C'est de la contagion comportementale. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes qui construisent, qui parlent de projets, de stratégies, de leçons apprises, tu vas naturellement commencer à penser différemment. Tu vas poser des questions différentes. Tu vas chercher des solutions au lieu de chercher des coupables. Dangote lui-même dit qu'il ne fréquente pas les gens qui se plaignent. Pas par mépris. Parce qu'il a compris que la pensée est contagieuse. Ce n'est pas abandonner ta famille. Ce n'est pas trahir tes amis. C'est choisir consciemment où tu investis ton attention et ton énergie. Fais la liste mentale des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Maintenant pose-toi cette question. Est-ce que ces personnes me tirent vers le haut ou m'ancrent vers le bas? Si la réponse est difficile à donner, tu as ta réponse. On arrive à la fin. Et je veux que tu restes encore quelques minutes. Parce que ce que je vais te dire maintenant est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Tu as tout entendu. Les pièges. L'exemple de Dangote. Les 4 décisions. Et il y a une partie de toi qui dit peut-être, c'est bien. Mais ma situation c'est différent. Je n'ai pas les mêmes ressources. Je n'ai pas le même point de départ. Pour moi c'est plus compliqué. Je veux te répondre directement. Parce que ce monologue intérieur, cette voix, c'est le piège dont on n'a pas encore parlé. C'est l'exception personnelle. La conviction que les règles générales ne s'appliquent pas à toi parce que ta situation est unique. Tout le monde a une situation unique. Tout le monde a des obstacles. Tout le monde a une raison valable de ne pas commencer. Dangote avait une raison. Il vivait dans un pays avec une junte militaire au pouvoir, une économie instable et une infrastructure défaillante. Il a quand même commencé. Le salarié sénégalais avec 300 € d'économie a une raison. Mais 5% de 300 €, c'est 15 € par mois. Épargné pendant 12 mois, 180 €. Investi intelligemment pendant 10 ans avec des intérêts composés, bien plus que ce que tu imagines. Pas une fortune. Mais une fondation. L'étudiant ivoirien qui n'a pas de salaire régulier a une raison. Mais sa monnaie la plus précieuse en ce moment, c'est son temps. Et ce temps investi dans une compétence, une vraie compétence que le marché paie, peut multiplier sa valeur par 5, par 10 dans les prochaines années. La vérité brutale, la voici. Dans 10 ans, tu seras exactement à l'endroit où tes décisions d'aujourd'hui t'auront amené. Pas la chance. Pas l'économie. Pas le gouvernement. Pas ta famille. Tes décisions. Et là, maintenant, en regardant cette vidéo, tu es à un carrefour. Tu peux fermer cet écran et reprendre ta vie comme elle était. Ou tu peux décider, vraiment décider, que quelque chose change. Pas tout. Pas maintenant. Mais quelque chose. Une décision. Une action. Aujourd'hui.
Laquelle des 4 décisions vas-tu prendre? Définir ta relation à l'argent? Ouvrir ton compte construction? Choisir ton livre de finances? Évaluer ton entourage? Dis-moi en commentaire. Écris juste le chiffre 1, 2, 3 ou 4. Je construis cette chaîne pour toi. Pas pour ceux qui veulent des raccourcis. Pour ceux qui sont prêts à comprendre vraiment comment fonctionne l'argent, la discipline et la réussite. Pour ceux qui veulent construire quelque chose de vrai. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une seule idée, une seule prise de conscience, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami. Un frère. Une sœur. Quelqu'un dans ton entourage qui travaille dur mais qui tourne en rond. Et la prochaine vidéo va encore plus loin. On va parler des habitudes financières concrètes, pas les habitudes qu'on voit dans les livres de développement personnel américains, mais les habitudes adaptées à notre réalité, à notre culture, à nos contraintes. Elle sort dans quelques jours. À très vite. Et n'oublie pas, vivre, c'est bien. Mais bâtir, c'est ce qui reste.